Salut à tous les bastonneurs et bastonneuses, moi c'est Forgy, et le catch, c'est ce dont on va parler. Dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 avril, s'est tenue la première édition de Dynasty, nouveau pay-per-view de l'AEW, qui fait suite à Révolution, les dernières marches avant Double Announcing. Je sors cette vidéo très tard, parce que j'ai eu besoin de temps avant de revoir les derniers matchs de la carte, pour les digérer, pour en mesurer l'impact réel après quelques jours. Je ne voulais pas juste passer à autre chose. Un pay-per-view qui aura fait parler de lui, avec son match noté 9.71 sur Cage Match, et qui a reçu 6,5 étoiles par Dave Meltzer. Un récap comme je l'ai vécu, en m'attardant sur ce qui m'a vraiment plu, et en passant plus vite sur ce qui m'a laissé sans réel impact. N'hésitez pas à venir parler avec moi dans les commentaires ou sur le Discord, lien dans la description. Si vous voulez qu'on se retrouve à Lyon pour Backlash, ou cet été à Wembley pour All In. Allez, c'est parti! Je passe vite sur les deux premiers matchs du pré-show qui sont plutôt anecdotiques. Trent a battu Matt Sydal et après une confrontation avec Chuck Taylor, il attend sa réponse à Dynamite. Sont-ils toujours des best friends? Spoiler, c'est plus le cas. Il croise ensuite Orange, mais trace sa route. Celui-ci fait équipe avec Katsuyori Shibata pour s'opposer à la Shane Taylor Promotion. Je suis content car c'est une nouvelle victoire du japonais, assistée d'un Orange Punch final sur Lee Moriarty. Unification des titres trio, les acclamés contre le Bullet Club Gold. La fin de l'histoire du Bang Bang Scissor Gang, qui m'aura bien fait marrer. Et même si je sais que beaucoup de gens trouvent que c'est une manière de sous-exploiter Jay White, moi, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a pris beaucoup de plaisir dans ce rôle un peu déjanté avec son clan, et que c'était une période très divertissante. Bon, après, c'est bien aussi que ça finisse, hein? Max Caster était motivé et a fait un rap beaucoup trop long et encore plus sexualisé que d'habitude. Pas trop ma cam, mais bon, ça a fait son succès. Le match est d'un bon niveau, avec Colt Gunn qui essaie de finir son père avec sa propre technique, le Fameasser, mais sans y arriver. Et c'est justement Billy qui sera la chute des acclamés, car même s'il est l'homme du match, et passe à deux doigts d'éliminer Jay White, c'est lui qui prendra le Blade Runner final pour une victoire du Bang Bang Gang, nouveau champion trio unifié. Les acclamés n'ont pas besoin de ceinture pour marcher auprès du public, et nous, si on peut voir plus Jay White et compagnie, moi, je suis toujours preneur. Première bonne prédiction de la soirée, on commence bien avec un petit 3 sur 5. Je suis un méga fan de Pac. J'ai découvert la AEW sur un match de lui contre Orange Cassidy. Même si c'est pas toujours un acteur majeur de la fédération, il a toujours une place importante quand il est sur la carte. Et je ne pense pas avoir jamais vu un mauvais match du bâtard. Il fait face à Okada Kazuchika, le faiseur de pluie, la légende de la NJPW, le babyface ultime du Japon qui, tout comme Hulk Hogan, à son époque prend ici un rôle totalement différent. Arrogant, membre de la nouvelle élite, c'est un heel assumé, là pour afficher supériorité et dominance, peu importe la manière. Ça, c'est totalement nouveau, et c'est ce qui rend ces matchs aussi captivants. Le voltigeur Pac fait le show, il est à la fois très intense et spectaculaire, c'est ça qui le rend aussi spécial. Il fait un brainbuster de la troisième corde, honnêtement, le japonais l'a bien senti passer celle-là. Ouf! Du côté d'Okada, son outil de prédilection, le dropkick. Il l'utilise pour tout. Gagner du temps, reprendre le lead, faire mal à son adversaire. C'est son petit cadeau des dieux dans ta face. Il provoque le bâtard, il sourit, il joue. Okada se sent au-dessus de tout. Il l'écrase avec un DDT et rit. Il prend son pied. Mais faut jamais sous-estimer le bâtard. Il lui suffit d'un moonsault bien placé et les énergies s'inversent. Et lui aussi s'est collé des dropkicks dévastateurs. Un dropkick on appelle un autre d'Okada. La foule chante This is awesome. Et ils ont pas tort. Sacrée ouverture de pay-per-view. Le match est à sa place sur la carte. Okada balance Pac avec un neckbreaker. Il se place sur la troisième corde. Descente du coude. Il rallie la foule avec lui. Les gens sont chauds. Il se met en position pour le Rainmaker pose. Et quoi? Doigt d'honneur? Non mais oh mon salaud va! Okada attrape la jambe du bâtard. Ah ouais, deuxième chance, pied dans ta face. Et Lariat mange tes dents. German souplex de l'enfer. Presque tombé.
En place pour le Black Arrow. C'est parti. Ouch, dans le vide. Ça doit faire mal. Après un pile driver, Pac arrive à contrer le japonais toujours en pleine arrogance et essaie de le faire plier en brutalizer. Mais bon, sincèrement, je crains qu'à part Danielson à Forbidden Door, personne ne pourra soumettre Okada à la AEW avant très longtemps. Il lui met un pile driver lui aussi et monte pour son Black Arrow, mais Okada attrape l'arbitre et l'arrête dans son élan. Il se fait de l'espace, se remet en place et se prend les genoux du japonais dans la mâchoire. Allez, c'est fini, Rainmaker et victoire du nouveau leader de l'élite. Il tient cette nouvelle facette de lui-même à la perfection et conserve son titre continental. La foule aime toujours autant Pac, qui ne peut pas cacher sa déception. Niveau pronostic, eh bien, deuxième victoire pour un bon 3,5. Un show bien lancé. Vous en avez pensé quoi? N'était-ce pas le match idéal pour lancer ce pay-per-view? Allez, dites-moi ça dans les commentaires. On enchaîne avec d'autres gens que je suis très content de voir mis en avant, la House of Black, qui est également une assurance de gros spectacles. On a du passif, des semaines de rivalité avec Mark Briscoe ou Eddie Kingston, et le point focal du match, le face-à-face entre Adam Copeland et Malakai Black, qui a ses yeux fixés sur la ceinture TNT. Bien sûr, on va pas nous donner cet affrontement trop facilement. On a une grosse séance de pancake dans le torse entre Brody King et Eddie Kingston. Oui, c'est du classique, mais ça fait jamais de mal. Enfin, à moi non. À eux, ça se discute, hein. Allez, finissons bien ce passage. Ouf, ouf, cannonball, destruction. Eddie est prêt à se faire écraser le dos par Matthews, et donc il se fait écraser le torse par Buddy. Tu as joué, tu as perdu. Le kung-fu du Bayou, ça me fait triper. Voir Mark avec ses coups de karaté, ses high kicks et ses cris au perché, à la Bruce Lee, ça me fait toujours passer un bon moment. Heureux qu'on lui trouve une petite place. Après, on a une phase de domination de la House of Black qui s'occupe tranquillement et efficacement de Mark. S'ensuit un peu de chaos sur le ring, des souplexes à gogo, des écrasages de toutes sortes. Ils sont nombreux, faut dire, ça remplit bien un ring tout ça. Après cette belle phase en équipe, on va bientôt avoir le face-à-face tant attendu. On étale tout le monde. Cop posé dans le coin. Préparation de la Coco combo de la House of Black. Contré pour une triple spear. Malakai est dans le coin. Adam va avoir son moment. Il s'élance. Black mist en pleine face. Et Black masse dans la tronche. Victoire de Malakai et de sa House of Black. Deuxième match du show, très intense et fun, ça a bien conservé mon attention. La victoire ici du trio donne de la crédibilité à Malakai pour sa poursuite de la ceinture TNT. C'est une bonne construction pour la suite. Niveau pronostic, eh bien pour le moment tout va bien, aucune erreur. Et pour la note, un bon 3,5 me semble honnête. On entre de ce que je vais appeler le triangle des Bermudes du show. Des matchs sympatoches, mais pas ouf non plus, qui du coup sont bien placés sur la carte avant la course finale. Clairement, je veux pas y passer 3 plombes dessus, hein. Willow affronte la championne TBS, Julia Hart. Mais avec l'ombre de Mercedes Moné pour Double Nothing et la revanche du match pour la ceinture NJPW Strong qu'avait gagné Willow, blessant au passage Moné, autant dire que le résultat est évident. Willow se montre très offensive et impactante dès le départ, ce qui fait qu'il y a un bon rythme et que l'affrontement a une bonne intensité. Julia tente de gagner par soumission avec son Heartless, mais la challengeuse tient le coup. Elle ne se laissera pas démotiver pour ça et tentera son moonsault de la troisième corde. Mais elle va être contrée par les pieds de Willow. Elle enchaîne alors son finish, la Doctor's Bomb, et prend la victoire ainsi que le titre TBS. C'est relativement bien booké, ça vaille l'essentiel, et ça fait ce qu'il faut pour ne pas perdre le public. Pour tout dire, j'espère que Nightingale va conserver son titre à Double or Nothing. Je trouverais ça plus intéressant que Moné soit obligé de descendre de son piédestal et de se construire par la suite. J'y crois pas, mais ça serait mieux. En attendant, je suis toujours impeccable sur les pronostics. Une note de 3, ça a fait le taf. Je pense que le match suivant a avant tout des choses à nous raconter. Strong va pas déjà perdre sa ceinture, on est encore dans l'angle du royaume indisputé. Non, ça raconte que Kyle aura sûrement un rôle à jouer là-dedans à un moment, il va sûrement rejoindre un clan. Ça raconte que Wardlow met pas beaucoup de bonne volonté à aider Roderick, voire qu'il s'en fout. Et du coup, on voit la perte de confiance d'Adam Cole envers lui. Ce dernier qui peut de nouveau marcher. Un retour se profile donc. Voilà, une belle victoire de Roddy dans un match bien rythmé, mais qui n'aura pas vraiment su maintenir ma concentration.
Parce que, dans le fond, Roderick et le Royaume, en vrai, je m'en fous. Bon bah je suis toujours nickel sur mes pronostics, et je mets un 2,75 au match. C'est pas mauvais, mais c'est surtout le potentiel sur la longueur, et la storyline du Royaume indisputé, qui peut être intéressant là-dedans. Je suis curieux de voir si toute cette histoire du Learning Tree mènera à quelque chose de bien. Spoiler, je sais déjà que Chris Jericho va continuer à recruter. Hein, Big Bill? En attendant, j'aime beaucoup Hook. Il a une énorme intensité, ses souplexes ont une sacrée ampleur, de l'impact, il a l'aura pour faire une sacrée carrière. Mais Jericho, en ce moment, je le trouve pas en forme. Sans parler de la hit qu'il se prend, faut qu'il se reprenne en main. Quelques semaines d'absence lui feraient du bien. Bref, Hook ne veut pas abandonner, Chris agit comme s'il tenait à lui, mais on voit tout son ego derrière ça. Après un coup dans les joyeuses et 2 Judas Effect, le jeune loup refuse de se laisser coucher. Même devant une menace de coups de batte de baseball, il répond par un majeur levé. Mauvaise réponse pour Jericho qui triomphe et remporte la ceinture FTW. À noter que c'est la ceinture de Taz. Il pourrait pas juste lui reprendre des mains? Non? Bon bah, première erreur de pronostic, peut-être la seule. Je pensais que l'histoire à raconter serait pour l'après-match, mais que Hook conserverait. Damn! Ma note, j'aimerais bien récompenser Hook, mais faut vraiment que Chris se remette en forme. Voyons, 2,5. Allez, 2,75, parce que le petit de Taz marche vraiment bien. Ma hype va remonter au cours du match suivant. Pour rien vous cacher, j'en attendais rien, surtout après ce que je considère être le désastre Toni Storm contre Deonna Purrazzo à Révolution, puis j'avais un peu d'intérêt pour Thunder Rosa avant sa blessure, mais son retour m'avait fait un peu ni chaud ni froid. Pourtant, à l'image de la promotion enflammée qu'elle a fait il y a 3 semaines à Collision, eh bien, j'ai été pris dedans. Le personnage de Timeless était à son meilleur pic, et le match était vraiment sympa. La rage de vaincre de Thunder est assez communicative, elle arrive à mettre dedans même le sceptique que je suis. Maria May n'intervient pas, mais elle l'empêche de rester sur sa dynamique, ce qui est déjà beaucoup. Même si sa victoire me semble peu probable, elle est crédible, et le match a un très bon rythme. Rosa est explosive. Le Death Valley Driver qu'elle colle à Toni sur le bord du ring a un impact de fou, mais ça ne suffira pas. Deonna interviendra pour éliminer Maria de l'équation, Toni reprend la main, combinaison coup de cul et Storm Zero ne suffisant pas pour vaincre la Mexicaine, et ça, c'est une preuve de sa ténacité. Backstabber est prise en soumission. Collier de tête. Mais il ne tient pas les jambes de Toni qui passe sous les cordes. Elle la ramène au centre du ring. Toni la repousse. L'arbitre ne regarde pas. Coup dans les escalopes. Storm 0. Victoire de Timeless Toni Storm. Thunder Rosa a tout donné, mais elle s'est fait avoir par la science du timing de la championne qui, en bonne heel, s'est donné la parfaite opportunité. Un très bon match cela dit, avant d'entamer la trilogie infernale de fin de show. Je repars sur ma belle série dans les pronostics, et un bon 3,75 pour un match féminin qui m'a vraiment fait passer un bon moment. Will Ospreay, Bryan Danielson, un affrontement qui fait vibrer n'importe quel fan de catch. La WWE veut que la marque d'Ospreay soit vraiment impactante sur la fédération. Et Bryan est dans son année épique. Chacune de ses prestations doit être un moment unique dans l'histoire du catch. Le public est chaud bouillant, totalement partagé, à l'image de leur premier rapport de force qui oscille de l'un à l'autre. Voilà 2 mètres à l'œuvre. Série de coups de pied. De contre. De chops. Nouveau coup de pied, esquive. Une bonne introduction en rythme. C'est presque un ballet. Ce combat a un tempo, c'est millimétré et organique en même temps. Ospreay captive la foule, il y a une énergie phénoménale dans l'arène. C'est un chef d'orchestre. Il donne une représentation et le public est son instrument. Mais Danielson est aussi à la manœuvre. Gros coup de genou et de pied histoire de blesser les côtes de Will, puis travail au sol. Allez, coup de pied Street Fighter style.
L'athlétisme d'Ospreay est fascinante. La gravité n'a pas d'emprise sur lui. Une chose est sûre, rien n'est jamais certain dans cet affrontement. Tout peut basculer à n'importe quelle seconde, tellement ces deux compétiteurs-là se donnent à fond. Une énorme superplex de Danielson va mettre Will au tapis, coup direct sur la nuque, et il va en profiter. Knockout! Encore une fois, c'est un prêté pour un rendu. Ospreay rend la monnaie de sa pièce à Bryan. Et comme il l'a promis, Danielson passe par le travail technique pour reprendre la main. Souplex, contré, Hidden Blade, esquivé, Busai Kuni, dans la face. Presque tombé. C'est haletant. C'est tellement intense que tête contre tête, il s'attaque avec des coups de boule. Oui, on en est là. Souplex sur la nuque, ça ne suffit pas. Hidden Blade. Oscut contre un Busai Kuni. Oh yeah! Face à face de légende. Public en fusion. Et c'est l'Hidden Blade qui passe. Will enchaîne avec le Tiger Driver 91. Bryan a la nuque fracassée. C'est le drame. Ospreay rien vu. L'arbitre veut arrêter. Hidden Blade. Victoire de Will Ospreay. Un final de dingue qui mélange les émotions. Une victoire resplendissante d'Ospreay et en même temps le drama. Danielson qui semble blessé, qui hurle. Will qui s'en veut, il l'a pas vu. C'est orchestré de main de maître. On est à la fois incroyablement heureux pour l'anglais et en même temps on vit le drame de Danielson touché à la nuque. Son adversaire qui se rend compte de ce qu'il a fait à son idole. C'est absolument terrifiant avec les docteurs partout. Don Callis heureux du résultat. Ospreay totalement perdu. Bryan qui agonise. C'est une célébration et en même temps, on est préoccupé par l'avenir du dragon américain. Quelle fin époustouflante. Et puis ils le vendent. J'avais le doute. Pendant quelques instants, j'ai été à la pêche aux infos. Ils ont rendu ça très crédible. Will qui en rajoute en conférence de presse, disant qu'il va retirer son Tiger Driver. Un mouvement trop dangereux. Quel match. Mais quel match. Ça m'a épuisé de le revoir. Mais quel plaisir. Je sais qu'il restera dans l'histoire. Une confrontation historique qui appelle à un chapitre 2, bien entendu. Pronostic juste, bien sûr. Et un 4,75 pour garder le 5 en prévision d'un match au retour. Mais c'est vraiment que pour ça. Faut en parler, faut en débattre. 10 jours après, que pensez-vous de ce match? Un des plus grands de tous les temps? Le plus grand? Oui? Non? Pourquoi? Je vous attends dans les commentaires et abonnez-vous! Comment passer après ça? Normalement, là c'est un sacrifice. Mais non, il y a une autre possibilité. Mettre un match au rythme affolant pour reprendre peu à peu le public. Un déluge de spots de plus en plus intense. Avec des tables, des chaises, des échelles. C'est ça, le Young Bucks FTR 4. Le combat pour savoir qui va être la première équipe 3 fois championne tag team de l'AEW. Encore une fois, ces deux duos sont là pour nous prouver que la division par équipe de l'AEW, c'est du sérieux, probablement la meilleure au monde. C'est irréaliste de raconter tout ça, tellement le tempo du match est effréné. Les mecs ont un cardio de fou. Aucun temps mort, de la pure action dans le ring. Dax se fait terraformer la gueule. Très vite, ils se retrouvent en sang, en sandwich dans une échelle, en train de se prendre des coups de chaise. C'est évident, c'est des malades. Raté pour le plan des Bucks. Cash utilise l'échelle à son avantage. Un moonsault dévastateur. Qui a dit que FTR savait pas voler? Cash a un peu trop joué avec les échelles. Il est mis au tapis avec un EVP Trigger. Grâce à Dax qui lâche rien, les FTR reprennent le dessus et se donnent des opportunités. On passe sur un enchaînement de cassage de table. Le public est très heureux. Dax et Cash sont en place. C'est parti. Coco Combo. On
continue, ça casse de la table, ça pile driver sur les échelles, Dax est finalement seul, mais intervention depuis le public, un individu avec un masque de Sting. Ah, c'est le petit con, le bouc émissaire, Jack Perry. Et voilà, les Bucks sont les ceintures. Toutes ces histoires d'images d'all-in commencent à prendre un sens. Je l'avais dit, le scapegoat, le bouc émissaire, avait été mentionné. Les éléments prennent place. Et la nouvelle élite prend un nouveau tournant. Bon, ça va pas s'arrêter là, hein. Ça continue dès le dynamite suivant. Un ticket, ils vont être au centre de pas mal d'histoires, à n'en pas douter. Il y a même Omega qui va repointer le bout de son nez. Intéressant ça, non? On est de nouveau sur ma route des beaux pronostics. Un solide 4,25. Très bon match, très bonne histoire à raconter. Et c'est le main event. Peut-être enfin le moment pour Swerve, peut-être. Mais il faut faire face à un champion très dominant, Samoa Joe. Le ton est donné direct, Swerve en hommage à Black Panther et à Killmonger. Il est le représentant de toute sa communauté. Difficile de suivre après les 2 matchs précédents? Pas d'inquiétude, ces deux-là sont à la hauteur. Quel impact, quelle puissance! Joe est monstrueux. Il prend l'ascendant sur son adversaire avec des mouvements dévastateurs. C'est évident, mais il faut le souligner. Joe est redoutable, c'est une force brute. Mais Swerve est à l'affût et commence un travail sur le bras gauche du Samoan. À partir de là, le combat s'équilibre plus. Joe y va tout en force, son Muscle Buster en est la preuve. Swerve enchaîne, guillotine et Swerve stomp, mais ça ne suffit pas à mettre le champion au tapis. Le challenger puise dans sa volonté et résiste au coquina clutch. Powerbomb. Swerve est en place. Il savoure le moment. Swerve stomp. Et victoire de Swerve. Nouveau champion AEW. Ça y est, il l'a fait, il a terrassé le géant. Il devient le premier champion afro-américain de l'AEW. En conférence de presse, il a d'ailleurs rendu hommage à Kofi Kingston, sa grande inspiration. Swerve est enfin le roi de la montagne. Un triomphe mérité pour une figure incontournable de la compagnie. Je lui souhaite un règne fort, avec de grosses confrontations et de bonnes histoires. À qui c'est la maison? C'est la maison de Swerve, bien sûr. Je n'aurais donc eu qu'une seule erreur de mes pronostics, et c'était pas sur ce match-là. Une note de 4,25, un match très compétitif, avec une fin appropriée, pour un très bon moment qui fait du bien. Forgy, content. Et voilà un récap de Dynasty très compact, qui a pris son temps. Où j'ai pris du retard partout, mais je suis content de l'avoir fait. J'ai ciblé ce qui m'avait marqué moi, ce que je voulais mettre en avant, pour que cette vidéo ait du sens. Je n'aurai pas le temps de faire l'AEW Week cette semaine, vous avez dû le remarquer. Et ce week-end, je serai à Lyon pour Backlash. Je ferai donc une vidéo best-of sur les 15 jours à mon retour, qui inclura bien sûr le premier pay-per-view de la WWE en France. N'hésitez pas à soutenir la chaîne par des pouces bleus, par des commentaires, ici ou sur le Discord, lien dans la description. Si vous aimez les vidéos, parlez-en, partagez, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous! Merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses, et à très vite!